Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Franck Debouc. Bonjour. Bonjour. Franck Debouc, vous êtes président de l'Université de Lyon. Si on vous invite aujourd'hui, c'est pour parler de ma thèse en 180 secondes, dont Lyon Capital est partenaire média. Alors ma thèse en 180 secondes, on connaît, mais je vais quand même répéter un peu le pitch. Ma thèse en 180 secondes, c'est un événement qui propose à des doctorants, il y en a 5000 à Lyon, propose aux doctorants de présenter leur sujet de thèse, souvent quand même très très compliqué, en 3 minutes chrono, 180 secondes, à un public profane. Donc le but c'est de vulgariser un peu des thèmes qui sont compliqués. La finale lyonnaise se tient mardi 19 mars. Alors, j'avais noté quelques intitulés, au-delà de connaître les propriétés, je cite, géométriques et mécaniques de l'interaction d'un virus avec un port biologique ou la nouvelle approche physio-chimique pour la datation des mortiers à chaud, ça c'est les intitulés thèse. Finalement, l'objectif global de cet événement, ma thèse en 180 secondes, c'est quoi? La thèse en 180 secondes est un exercice qui est proposé aux doctorants de rendre lisible et compréhensible un sujet de thèse qui peut être parfois très complexe. Et la qualité demain de tout scientifique, c'est d'être en capacité d'expliciter avec des mots simples un sujet de thèse qui peut être très complexe. Si vous voulez apprendre la relativité générale, lisez le livre d'Albert Einstein, il est très simple et très clair. Oui, parce que c'est vrai que la relativité générale, là, comme ça, tout de suite, ça peut paraître très compliqué. Évidemment, j'imagine que c'est effectivement rapprocher les scientifiques, rapprocher la science de la société. On voit qu'il y a quand même un écart, un gap qui se fait de plus en plus. On le voit, il y a une certaine défiance, voire une méfiance envers les scientifiques, la science. Comment on rapproche justement la science et la société au quotidien? Rapprocher la science et la société au quotidien, de très nombreuses actions qui existent sur le territoire national. Je pense entre autres à la fête de la science, Oui. à des revues scientifiques. Toutes les revues scientifiques, ça va des revues pour enfants de 12-13 ans qui présentent extrêmement clairement des sujets complexes. Et je pense que cette capacité, cette volonté de partager avec le grand public des problèmes de science, la science appartient à tout le monde, appartient aussi bien, je veux dire, au grand public. Les siècles des Lumières, on doit être en capacité d'expliciter simplement, clairement, les concepts qui sont parfois très complexes. Et je pense que la qualité d'un grand scientifique, c'est quelqu'un qui a des idées suffisamment claires pour les expliquer simplement. Et donc, quelqu'un qui fait une thèse, c'est un très bon exercice qu'on lui propose. Alors, aujourd'hui, j'imagine qu'avec les réseaux sociaux, la science est de plus en plus accessible, c'est de plus en plus facile d'avoir accès à la science. Simplement, est-ce que les réseaux sociaux, on voit très bien les limites de la chose, de l'exercice? Est-ce que justement il n'y a pas ce problème? C'est-à-dire d'un côté il y a une accessibilité accrue de la science et de l'autre côté il y a les limites, à savoir qu'on peut y avoir des fake news, voilà, toute la vérité n'est pas non plus sur les réseaux sociaux. Donc comment on match ça? Oui, les fake news est un véritable sujet d'ailleurs qui a été pris comme une des thématiques du travail de l'Université de Lyon. L'Université de Lyon, je rappelle, rassemble 30 établissements sur le site de Lyon-Saint-Étienne et c'est un sujet partagé avec l'ensemble des établissements. D'autre côté, les réseaux sociaux, l'accès aux médias permet d'accéder rapidement aux bonnes informations et beaucoup d'étudiants se partagent les bons... si tu veux comprendre tel problème, regarde telle vidéo, c'est très clair. Donc là, les réseaux améliorent également la compréhension, même s'il y a la problématique des fake news. Et est-ce que, alors justement aujourd'hui on le voit très bien, c'est que il y a des développements. Allez, on va prendre un sujet dont on parle beaucoup, qui est compliqué en fait. C'est par exemple le nucléaire. Qu'on soit pour ou contre, peu importe, le sujet n'est pas là. C'est d'arriver à essayer de comprendre. Le problème, c'est que le nucléaire, c'est très complexe. Donc, comment dire, il y a un besoin de discuter de ces sujets complexes. On le voit, il y en a qui veulent faire des concertations. Est-ce que, au final, c'est très compliqué pour finalement un citoyen lambda de s'emparer du sujet nucléaire? Oui, le nucléaire a fait l'objet de nombreuses publications accessibles au grand public. Déjà, il faut distinguer ce qui est la fission, ce qui est les centrales nucléaires aujourd'hui, et les travaux en cours actuellement dans le projet d'ITER. On va parler cette fois-ci de fusion nucléaire. Et je rappelle que la première centrale nucléaire, c'est le Soleil. Donc, quand on parle d'énergie solaire, c'est d'abord une énergie d'une énergie nucléaire. Certes, une centrale nucléaire qui est énorme et très loin de la Terre, mais qui fournit quand même 80% de notre chaleur sur le territoire. Donc là, le nucléaire, il y a aujourd'hui, je pense, suffisamment de documents, y compris d'ailleurs par EDF, qui diffuse sur chacun des centrales nucléaires des documents accessibles au grand public. Et je pense qu'on doit pouvoir comprendre. Maintenant, être en capacité de construire une centrale nucléaire, non, ça c'est d'une complexité inouïe. De même qu'une future centrale nucléaire, comme il y a dans le projet ITER, c'est un projet qui est extrêmement complexe en termes de conception. Mais l'idée, comment ça fonctionne, c'est relativement simple.
Je change un petit peu de sujet, un sujet plus d'actualité, parce qu'effectivement, le gouvernement, il y a un décret du gouvernement qui acte de 10 milliards d'euros d'économies. Éric Carpano, Carpano, pardon, qui est le président de Lyon 3, qui est réputé pour sa section droit, est un peu monté au créneau en parlant d'erreurs manifestes d'appréciation, de choix politiques contraires aux intérêts de la jeunesse, ces économies. Comment vous le voyez, vous, Franck Debout, président? Oui, le président Éric Carpano est quelqu'un de très engagé politiquement, enfin pas politiquement, par rapport à son établissement, et cette décision de l'État, lui en tant que professeur de droit, et avec d'ailleurs les autres universités de droit du territoire national, ont décidé de porter la question au Conseil d'État. Donc l'État peut-il, de manière unilatérale, décider d'une réduction de 1,5% du budget? Est-ce que c'est 1,5, en dessous d'1,5 ou supérieur à 1,5? Le débat est engagé. Nous, en tant que président de l'Université de Lyon, on est inquiet quand même de tout budget. Donc l'enseignement supérieur public dépend essentiellement des budgets de l'État. Il y a des discours qui font preuve de grand intérêt et aussi de la rigueur budgétaire qui est nécessaire. Mais ça, c'est vrai comme dans toute entreprise, à la fois des grandes ambitions, mais aussi la réalité du porte-monnaie. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, on terminera sur ces mots. Merci Franck Debout d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et puis, je le rappelle, la finale lyonnaise de ma thèse en 180 secondes, c'est mardi 19 mars à l'université. Merci, à très bientôt. Au revoir.